Europe Matin, Patrick Cohen. Merci de nous suivre. Voici le journal de Jean-Philippe Balaz. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'était il y a 2 ans aujourd'hui, 11 morts dans le déraillement d'une rame d'essai du TGV près de Strasbourg. Cérémonie à venir et colère des familles des victimes qui ne se satisfont pas du discours de la SNCF. Les autres titres. Des emplois francs pour les quartiers défavorisés. Emmanuel Macron est dans le Nord aujourd'hui. La cure d'austérité chez General Electric et un bilan jugé très décevant après le rachat de la branche énergie d'Alstom. Nous irons également en Inde avec le plus inquiétant des brouillards, la pollution qui entre jusque dans votre salon. Nous passerons aussi par l'Italie, sidérée par l'élimination de son équipe sur la route du mondial. Et puis les forains, le match Marcel Campion, Ville de Paris, ce sera l'enquête du 8h. La parole qui se libère et les poursuites qui s'envolent. 30% de plaintes en plus en octobre pour violences sexuelles. La justice pourra-t-elle faire face? Invité à 8h15, Laurence Rossignol, l'ancienne ministre de la Famille et sénatrice PS de l'Oise. C'est un drame que vous avez peut-être oublié. Il avait eu lieu au lendemain des attentats de Paris. Le déraillement d'une rame d'essai du TGV Est le 14 novembre 2015 près de Strasbourg. L'une des pires catastrophes de la SNCF. 11 morts et 42 blessés. Une cérémonie aura lieu cet après-midi à Aigues-Versheim. Le recueillement et l'enquête. 2 visions ce matin. D'abord, pour la ministre des Transports, Elisabeth Borne, on a tiré les leçons de cet accident. Le bureau d'enquête accident des transports terrestres a rendu ses conclusions avec ce qui est effectivement au cœur de sa mission, c'est-à-dire faire qu'un accident ne recommence pas. Et ça a conduit à revoir la façon dont on organise ces essais. Ce qu'on peut dire aux familles de victimes, c'est qu'on a tiré tous les enseignements et qu'on se donne les moyens que ce genre d'accident ne se reproduise plus. Voilà la ministre des Transports et les familles de victimes justement, eh bien elles sont toujours en colère ce matin. Écoutez Arthur Fanny, sa sœur est morte dans l'accident, elle faisait partie des invités à bord de la rame. Nous sommes très mécontents de lire dans le rapport des experts que des éléments très importants, indispensables à la manifestation de la vérité, ont disparu. Or ce sont les données absolument indispensables pour savoir si le train a pu résister à ces vitesses. Et accrochez-vous bien, en fait, il n'y avait pas de batterie, donc tout s'est effacé. Parce que les experts sont arrivés trop tard, 3 mois trop tard. On commence à s'inquiéter sérieusement. Le juge ne veut pas expertiser la rame et les données disparaissent. Un propos recueilli par Arthur Mbaché, la SNCF est convoquée le 20 décembre prochain par le juge chargé de l'enquête en vue d'une éventuelle mise en examen. Convoquée également la filiale Sistra qui s'occupait des essais. Europe 1, 8h02. Également dans l'actualité ce matin, les emplois francs d'Emmanuel Macron. Le président en visite dans la métropole lilloise. Il va dévoiler une série de mesures pour les habitants des zones défavorisées et notamment donc ces emplois francs. Une promesse de campagne. Il s'agit de donner une prime aux entreprises qui embauchent des jeunes des quartiers. 15 000 € sur 3 ans pour les CDI. L'expérience va être tentée dès l'an prochain. La ville de Roubaix, notamment, se dit intéressée. Reportage sur place de notre correspondant Lionel Gougelot. Quartier de l'Alma à Roubaix, l'entreprise Dagoma, start-up pionnière dans la fabrication d'imprimantes 3D. Son fondateur Gauthier Vignon est prêt à expérimenter le dispositif Emploi Franc, bien adapté à ses projets de recrutement. C'est un cas particulier qu'est l'impression 3D, mais avec ces nouvelles technologies, on peut produire hyper localement. Et comme on recrute des gens avec pas de connaissances spécifiques dans l'impression 3D, mais plutôt un profil, il y en a partout. Donc il y en a dans ce quartier. Ce quartier nous apporte, on veut lui rendre et créer de l'emploi ici. Ouais, ça fait beaucoup sens. Et si en plus on a des dispositifs pour nous inciter à le faire, bien sûr qu'on embrasse la démarche. Plus sceptique, Peter Van Vliet, patron d'une entreprise de marketing direct. Ça n'est pas une simple prime de 15 000 € sur 3 ans pour un CDI, dit-il, qui l'incitera à embaucher. L'incitatif, c'est mon carnet de commandes. L'incitatif, c'est pas la subvention que je vais toucher si j'embauche quelqu'un. J'embaucherai quelqu'un quand j'en aurai besoin. C'est pas ça aujourd'hui qui va dire je vais immédiatement prendre 5-6 collaborateurs de plus. Non. Sur un plateau téléphonique chez nous, on embauche régulièrement une 50aine de collaborateurs qui sont des gens du quartier. J'ai aucun frein vis-à-vis des gens du quartier. Donc il n'y a pas de raison que ça me fasse plus embaucher ou moins embaucher. Un dispositif qui sera sans doute plus séduisant pour le secteur associatif, confie un professionnel de l'insertion. Cela devrait permettre aussi de faire passer la pilule de la réduction des contrats aidés. À Roubaix, Lionel Gougelot, Europe 1. Également dans l'actualité économique, ce qu'on appelle une cure d'austérité. Des heures difficiles en tout cas pour l'américain General Electric. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Rédacteur en chef du journal Les Échos. Des milliers d'emplois supprimés à travers le monde. On se souvient aussi que General Electric avait racheté la branche énergie d'Alstom il y a 3 ans. Aujourd'hui, le nouveau patron du groupe évoque un bilan
Très décevant, ce sont ces termes, et cela n'annonce rien de bon pour la suite. Non, parce que cette déclaration volontairement brutale jette une ombre sur les promesses associées à ce rachat qui avait fait polémique en France à l'époque, on s'en souvient. Pour calmer les esprits, le gouvernement avait obtenu 2 concessions. D'abord, le maintien de 3 sociétés communes, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Ensuite, l'engagement par GE de créer 1000 emplois nets en France. Une promesse déjà très compromise par la suppression annoncée de plus de 300 emplois à Grenoble. Aujourd'hui, on voit mal comment elle pourrait être respectée. Mais alors pourquoi cette déception, Daniel ? Ça veut dire que General Electric a eu tort d'acheter Alstom ? Alors quand on regarde de près les chiffres, c'est une vraie question. Les 3 sociétés communes avec Alstom ont perdu 2,8 milliards d'euros l'an dernier, une perte due notamment aux éoliennes. Or, aujourd'hui, Alstom veut revendre ses parts et GE est théoriquement obligé de les racheter à un prix fixe. Ce prix, c'est 2,5 milliards d'euros. Faites les calculs, 2,5 milliards pour acheter des sociétés qui en perdent autant. On peut comprendre la colère de John Flannery, le nouveau patron de GE. Merci Daniel Fortin. L'actualité à l'étranger, plus de 400 morts, dernier bilan après le tremblement de terre qui a frappé l'Iran. Et puis le ministre libanais des Affaires étrangères reçu aujourd'hui à l'Elysée. Paris met en garde contre toutes les ingérences après la démission annoncée du Premier ministre Saad Hariri. Dans l'actualité encore, la COP23 en Allemagne et une mauvaise nouvelle, les émissions mondiales de CO2 sont reparties à la hausse. Et si vous cherchez une illustration concrète, visible de la pollution sur la planète, direction l'Inde, New Delhi, avec des taux de particules fines 20 fois supérieurs à la limite autorisée et un brouillard qui rentre jusque dans les maisons. Théo Manval. Le nuage grisâtre n'envahit pas seulement les rues, il se glisse par le moindre courant d'air jusque dans les maisons. Maëlys vit à Delhi depuis 3 ans et même si les écoles ont rouvert, elle refuse d'y emmener sa petite fille de 20 mois. Déjà le matin, le salon est dans un espèce de brouillard. Je ne sors pas en ce moment. Ma petite fille va pas à l'école parce qu'il n'y a pas de purificateur d'air. On ordonne aux enfants de mettre leur masque anti-pollution. Mais si j'oublie de prendre mon masque, le soir j'ai la gorge qui pique, comme si j'avais fumé un paquet de cigarettes. On a peur parce que les enfants ils ont des poumons en plein développement. Je crains de leur faire une radio des poumons. J'appréhende. C'est dans la rue, dans les transports que la situation est la plus critique. La visibilité ne dépasse parfois pas les 100 mètres. Dans les écoles qui ont les moyens d'avoir des purificateurs d'air, les élèves restent confinés, explique Nicolas Siégère, proviseur du lycée français de New Delhi. On a totalement interdit les cours de récréation aux élèves du primaire. Après une journée de travail, on sent quand même les effets, les maux de tête, puis la fatigue quand même, la pollution, et on ne parle que de ça. Et si les autorités font pulvériser de l'eau dans les rues depuis plusieurs jours, les habitants attendent désespérément la pluie et le vent pour espérer voir se dissiper cette chape de pollution. Théo Manval. Et puis son portrait à la une de l'équipe ce matin. Le monde du ski en deuil après la mort de David Poisson à l'âge de 35 ans. Il s'est tué dans un entraînement avec l'équipe de France hier au Canada. Il est 8h09, Patrick Cohen. La suite du journal Jean-Philippe Ballas, c'est le football. L'apocalypse dans la presse italienne ce matin. Et oui, la Squadra Azzurra ne jouera pas la prochaine Coupe du Monde, éliminée par la Suède hier soir. Écoutez l'événement tel qu'il a été vécu en Italie avec des supporters catastrophés et un commentateur de la radio qui ne trouve pas les mots au coup de sifflet final. Finito. È finita. È finita. L'Italia è eliminata dal campionato del mondo. C'est une honte, tout simplement. Pour moi, le mondial, c'est une compétition à laquelle l'Italie devrait toujours participer. C'est la toute première fois depuis ma naissance qu'il y aura un mondial sans l'équipe d'Italie. Et nous sommes maintenant en ligne avec notre correspondant en Italie, Olivier Cougar. Il y a beaucoup de colère ce matin dans les journaux. Oui, c'est vraiment une chape de plomb qui est tombée sur toute l'Italie après cette élimination. Et le réveil ce matin est pour beaucoup d'Italiens très compliqué. La plupart des Italiens n'ont jamais assisté à une Coupe du Monde de football sans la Squadra Azzurra. Et justement, ce matin, la presse sportive parle d'une honte nationale, d'une déroute historique après cette première élimination de l'Italie au mondial depuis 1958. La Gazzetta dello Sport titre Fine, en gros caractère, la fin, avec en une la détresse du capitaine de cette équipe, Gianluigi Buffon. Le Corriere dello Sport et Tutto Sport titre un petit peu dans la même veine, Tutti a casa et fuori tutti, tout le monde à la maison et tout le monde dehors. Le traumatisme est immense ici, car le football, c'est vraiment le sport roi en Italie. Et cette élimination dépasse largement le simple cadre du football. Merci Olivier Cougar. Et à suivre ce soir, Allemagne-France, match amical à Cologne. On l'appelle le roi des forains et il n'est pas content. Marcel Campion guette la décision du tribunal administratif de Paris cet après-midi. Il est en croisade contre l'annulation du marché de Noël sur les Champs-Élysées. Les coulisses d'une bataille, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour.
Marcel Campion et la mairie de Paris, on va dire que c'est une histoire tumultueuse et ça date pas d'hier. Oui, difficile semble-t-il de résister au personnage, à son bagou, à son réseau. Stratégie préférée, le fait accompli, et les maires ont souvent fini par céder, comme il y a 30 ans quand il prétend avoir l'autorisation de Jack Lang et installe ses manèges aux Tuileries. C'était faux, mais aujourd'hui la fête revient toujours. Pour l'an 2000, Jean Tibéri accepte la grande roue à la Concorde. 2 ans plus tard, elle est toujours là et il ne veut plus partir. Souvenir de l'adjointe à l'époque de Bertrand Delanoë, Lynn Cohen-Solal. Il y avait juste une lettre sans date, sans limite et sans prix et sans facture. Et ensuite, nous avons travaillé à un règlement. Mais il y avait chaque fois une négociation. Il essayait de dire, mais enfin, les vacances sont pas finies, on reste encore un peu plus, on peut pas déménager. Enfin bref, c'était sans arrêt comme ça. Pas toujours commode. On comprend que c'est pas simple. Pourtant, Paris va lui faire confiance à Marcel Campion pour le marché de Noël. Oui, parce que c'est lui qui apporte l'idée à Bertrand Delanoë, qui ne veut pas y mettre un sou. Il s'occupera de tout et la ville récupère une petite redevance sans jamais être très regardante. À peine 2 pages de cahier des charges quand celui de Strasbourg en fait 40. Ouais. Sur la grande roue, la Chambre régionale des comptes pointe même une certaine complaisance, comme lorsque Campion obtient d'installer un distributeur de billets à 2 pas du guichet pour pouvoir imposer le paiement en liquide. Tout cela sans concurrence ou presque. Et pendant tout ce temps, Sébastien, la mairie de Paris ne trouve rien à redire. En tout cas, elle a toujours semblé défendre ses animations. D'ailleurs, depuis 2015, il y a bien un comité de sélection présidé par un représentant d'Anne Hidalgo qui valide la liste de tous les commerçants du marché de Noël et qui donc aurait pu en retoquer certains. Ça n'est jamais arrivé. Et Anne Hidalgo a toujours semblé ravie. Écoutez, Archives 2015. Je suis très heureuse parce que le village de Noël s'améliore d'année en année. Je vois plein d'étoiles dans tous les yeux. Et la grande roue, elle est vraiment très belle, très très belle. Ah bah oui, ça a l'air de bien se passer. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Eh ben c'est la grande question. D'un coup, marché de Noël, grande roue, foire du trône remise en cause. Simple hasard du calendrier, nous répond la mairie, mais l'explication se trouve peut-être dans les enquêtes en cours, les soupçons de favoritisme. La ville est à son tour mise en examen et au prochain Conseil de Paris, l'opposition va mettre le sujet sur la table. Éric Azière, groupe centriste, veut que l'inspection générale épluche tous les contrats. Et là, d'un seul coup, plus rien ne va. Pourquoi ce revirement ? Moi, je dis il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux. On aimerait bien comprendre. On a l'impression qu'il y a un cadavre dans le placard quand même. Alors le dossier maintenant sur le bureau du juge Van Ruynbeck et Marcel Campion, toujours entre charme et bluff, a selon nos informations fait parvenir aux policiers qui l'ont interrogé 50 bons pour un tour de grande roue et quelques exemplaires de son livre. Les policiers ne les ont pas utilisés, l'ont fait inscrire au dossier. L'enquête du 8h signée ce matin, Sébastien Krebs. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe 1.